Je me suis opposé en début de carrière dans une entreprise dans laquelle j'étais à des décisions qui étaient limites sur de la discrimination en fonction de l'origine. J'avais pris le parti de me dire je combats de l'intérieur. « 15 années passées dans les ressources humaines, un franc-parler authentique qui fait du bien. Thierry Jouzier, DRH France de Sixt, entreprise de location de voitures, avait toute sa place dans Instant RH. Avec Thierry, nous avons entre autres parlé de culture du feedback, d'empathie, d'honnêteté, de ses deux filles et de la représentation des minorités en entreprise. Bonne écoute. Je me sens pas mal ce matin. Je suis levé du pied droit et j'ai commencé ma journée avec un petit déjeuner en famille avec mes deux petites filles. Et ensuite, j'ai enfourché mon vélo puisque je travaille dans une enseigne de location de voitures, mais vivant à Paris et travaillant dans Paris, j'ai profité du confinement pour être beaucoup plus attentif à ma façon de me déplacer. Sur l'après-confinement, je suis passé à l'électrique. Et là, avec la multiplication des pistes cyclables, même l'électrique est un peu compliqué pour Paris. Et donc, j'ai ressorti un vieux vélo. Et ça me permet de commencer la journée assez bien. Est-ce que du tac au tac, un peu comme ça, sans réfléchir, tu pourrais me dire quel est le poste le plus marquant de ton CV ? Le plus marquant, c'est le précédent, le poste de Compensation and Benefits Manager, donc responsable rémunération et avantages sociaux, que j'avais chez PepsiCo, dans la filiale française. Marquant parce que c'est la première fois où j'ai eu un scope global sur une entreprise. Donc je gérais ces missions-là pour toute l'entreprise. Assez marquant parce que ça a été être en contact direct avec la direction et pouvoir prendre des décisions. C'était les premières décisions que je pouvais fortement défendre et pousser dans une équipe dans laquelle j'avais grandi. Donc, c'était un deuxième poste chez PepsiCo et donc ça m'a permis aussi de cette légitimité que j'avais eue au fil de mes mois et années dans mon précédent poste auprès de mes collègues de l'équipe RH. Ça m'avait permis de l'asseoir, entre guillemets, en prenant ce poste qui couvrait toute l'entité. Et ça a été aussi un moment où j'ai pu être en contact avec d'autres cultures et l'interculturel, puisque j'avais un manager direct qui était français, mais j'avais un manager matriciel qui était anglais. Et donc, ça m'a fait aussi beaucoup grandir de pouvoir travailler avec un manager avec ces éléments culturels, professionnels qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui sont assez particuliers quand on est français, mais aussi des collègues de mes homologues sur les autres pays, donc des Néerlandais, des Américains, des Indiens, qui étaient aussi très très enrichissants sur un plan culturel professionnel. Et tu sentais vraiment une différence selon les différentes cultures Dingue. C'était assez impressionnant, surtout sur cette culture du feedback, feedback qui va être plus ou moins honnête, cette culture de la discussion pendant des décisions à prendre. Est-ce que on va dire clairement son avis, quitte à froisser un peu ses homologues ou son patron, ou est-ce qu'on va taire un peu ce discours pour ensuite le passer dans un second temps de manière un peu moins franche et directe? Et justement, cette culture du feedback qui, je sais, est importante pour toi, est-ce que maintenant, ça a changé ta vision des choses ? Comment est-ce que tu la mets en place dans ton poste actuel ? Là, aujourd'hui, je suis dans la filiale française d'une structure allemande et familiale. Aussi, quand je disais que le poste précédent était très intéressant, c'est que ça m'a permis, d'avoir le poste que j'ai aujourd'hui, et ça m'a permis de comprendre aussi comment bien se positionner en tant que filiale dans un environnement international et de comprendre les différentes attentes que pourraient avoir mes patrons allemands, mais aussi mon patron français, et de pouvoir naviguer entre les deux et d'être capable de dire les choses aussi franchement, à la fois à mon patron français, mais aussi à mes contacts RH dans les équipes en Allemagne. Et donc, ce feedback et ce côté un peu trop français parfois, je le garde mais je mets un peu d'eau dans mon vin parfois parce que je sais que il faut parfois être un peu plus politique. Un terme que j'ai appris et qui m'a beaucoup marqué chez PepsiCo, c'était le terme anglo-saxon de
être savvy. C'est un mot qu'on peut pas traduire vraiment en français, si ce n'est par le terme de politique, mais politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'être savvy, c'est être capable de travailler son réseau en interne, d'avoir une identification claire de qui sont ses sponsors, ses alliés et qui sont ses adversaires dans le contexte de l'entreprise pour porter soit une nouvelle décision, soit une nouvelle politique, soit un nouveau process, et de préparer pour avoir la meilleure situation possible avec les alliés qui vont avoir été chuchotés aux oreilles de certains en amont de la réunion et de savoir qui, pendant la réunion, va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer plus efficacement. Mais justement, j'aimerais qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle un peu de, disons, la mauvaise réputation que peuvent avoir certains DRH. Mm-hmm. Disons que le métier, que ce soit en interne ou en externe, peut avoir un peu certains stéréotypes qui lui collent à la peau ou idées reçues. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu expérimenter ou dont tu as souffert? Alors, j'en ai pas souffert parce que de ma personnalité et de ma conception du métier, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse généraliser cette approche sur un métier. Bien évidemment, il y a des DRH et j'en ai connu certains qui n'avaient pas forcément une bonne approche de la gestion des ressources humaines, même si le terme est un peu trop technique. Après, je l'ai expérimenté, oui, très clairement. J'ai commencé, moi, ma carrière dans une structure mutualiste. J'ai vite compris que on est au-delà du salarié ou de l'humain ou du manager qu'on est, on est déjà étiqueté. Alors, soit on est commercial, soit on est marketing, et quand on a l'étiquette RH, on est déjà toujours un petit peu à part. C'est-à-dire que on expérimente les discussions qui s'arrêtent quand on arrive à la machine à café, on expérimente ces différentes choses, et pour autant, on l'expérimente aussi de manière très différente selon qu'on est, entre guillemets, un membre de l'équipe RH. Donc, on est chargé des ressources humaines ou chargé de paye ou ainsi de suite. Et on l'expérimente encore à un autre niveau quand on est directeur des ressources humaines ou responsable de la politique RH qui est définie. Moi, ce que j'ai fait par rapport à cette dimension, c'est que j'ai toujours fait en sorte que les sujets que je pouvais discuter, je les discute le plus honnêtement possible. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas discuter. Quand on est au mois d'octobre et qu'on nous questionne sur la politique salariale qui sera mise en place au mois de janvier, on ne peut pas forcément en discuter tant que ça n'a pas été communiqué aux différentes instances qu'on doit solliciter. Mais une fois que la décision est prise, j'ai pas l'habitude de me cacher derrière une décision en disant c'est l'Allemagne qui a pris cette décision et moi je suis pas d'accord avec ça, donc je vous soutiens. À partir du moment où une décision est prise, que ce soit par moi ou par quelqu'un au-dessus de moi, on est solidaire de cette décision et il faut expliquer régulièrement, essayer de convaincre du bien fondé de cette décision. Après, on sait aussi que on n'arrive jamais à convaincre 100% des gens. Mais alors je sais pas si c'est ma personnalité, parfois mon physique, peut-être aussi mon visage qui inspire. Moi, mon épouse me dit régulièrement que j'ai un visage qui inspire confiance. Les gens se confient assez régulièrement et assez facilement à moi. Mais j'essaye tout le temps d'avoir cet échange et cette discussion pour que même si on termine une discussion où on n'est pas d'accord, qu'on puisse se dire voilà, on a eu nos arguments, j'arriverai pas à te convaincre, tu n'arriveras pas à me convaincre, mais au moins on peut échanger sur différents sujets. Et c'est l'expérience de mon ancien poste chez PepsiCo. Elle était aussi très intéressante sur la partie relations sociales, où du fait des questions et des sujets que je portais, j'étais invité quasiment à tous les comités d'entreprise pour parler du sujet augmentation, du sujet véhicule de fonction, du sujet protection sociale, intéressement et ainsi de suite. Et donc, on avait réussi, et avec à la fois le
le DRH et la DRH, mais j'avais réussi à créer un lien de confiance avec ces interlocuteurs qui était vraiment important et qui permettait d'avoir un climat social apaisé. Est-ce qu'il y a un côté un peu good cops, bad cops dans ton métier? Est-ce que tu penses qu'on peut dire ça? C'est une bonne question. Parfois, oui. Mais ce qui est marrant, c'est que on n'est jamais tout le temps l'un ou tout le temps l'autre. Selon les sujets, je vais pouvoir devoir prendre le mauvais rôle et rappeler l'exigence de performance, l'exigence de respect des règles et ainsi de suite. Et parfois d'autres, je vais avoir le rôle où le manager devra tenir ce rôle pour renforcer sa position dans certains contextes et je pourrais assouplir un peu les façons de passer les messages ou trouver une exception ou une façon de tourner la règle différemment pour pouvoir solutionner une problématique sans rester trop dogmatique et trop, j'allais dire, contraint par les process. Ça aussi, c'est des termes qui sont beaucoup utilisés, mais le rôle good cop, bad cop, oui. Après, le jeu de rôle, non. C'est-à-dire que je me rappelle d'une anecdote dans un comité d'entreprise où on était en train de discuter du renouvellement d'un accord d'intéressement et on était avec mon patron et donc on évoquait avec le comité d'entreprise le fait que l'international nous mettait une pression assez importante et qu'il fallait bien conclure cet accord assez rapidement avec des termes qui étaient équivalents, ni meilleurs ni moins bons, que si l'international mettait son nez en profondeur dedans, il pourrait nous embêter. Et pendant qu'on discutait en réunion, le téléphone de mon patron sonne et donc il sort de la réunion et quand il revient, il dit c'est au représentant du comité d'entreprise, justement c'est l'international qui m'appelait et ils sont en train de nous mettre la pression. Et donc là, il y a eu un questionnement qui a été légitime de la part des représentants du personnel, de se dire mais c'est quand même étonnant que ce coup de fil arrive pendant le moment où on en discute. Est-ce que ce serait pas du théâtre que vous nous avez joué? Et donc, s'il n'y avait pas eu la confiance dans notre relation et dans notre discours, ça aurait pu être un élément déclencheur d'une très mauvaise relation et pourquoi pas d'une non-signature de l'accord. Le fait de tenir parfois certains rôles, ou en tout cas d'avoir un discours qui va être plus ou moins ferme, ça arrive, c'est important. Après, de jouer avec ça, en tout cas moi je considère que c'est pas, on peut pas jouer avec ces positionnements et la vérité aussi de ce qu'on doit aux équipes. J'ai questionné Thierry sur la charge mentale qu'il peut ressentir au quotidien. Est-ce qu'en tant que DRH d'une grande entreprise, on est tout simplement trop sollicité? Je le dirais pas comme ça. C'est quelque chose qui est assez révélateur de ma personnalité. J'ai une capacité de détachement assez importante. Si on devait même le qualifier avec les termes de psychologie, on pourrait même dire que je ne fais pas preuve de beaucoup d'empathie à certains moments. C'est assez contre-intuitif par rapport à la façon dont je vis et dont je veux mettre en place la sphère RH au sein des entreprises que j'ai connues. Mais j'ai une capacité à vraiment faire la différence et prendre la distance nécessaire sur certains sujets. La charge mentale, elle est importante parce que effectivement, on a des sujets qui sont divers et variés. On l'a vécu en début d'année avec le confinement, avec cette crise sanitaire, où en l'espace de 2-3 jours, il faut mettre en place l'activité partielle, il faut prendre des décisions sur la poursuite de l'activité, il faut gérer une multitude de sujets. Là, forcément, oui, la charge mentale, elle est conséquente. Il faut prendre des décisions qui sont parfois délicates, mais qui sont nécessaires pour la pérennité du mode de certaines décisions de managers, mais qui ont été parfois pas comprises au moment où on a pris la décision, mais qui 3 mois après, on a des managers qui nous appellent en disant bon, on a été un peu échaudé par cette décision en mars, mais maintenant qu'on est en juillet, on comprend tout à fait. Charge mentale, elle existe et on est sur des métiers qui sont, c'est-à-dire que entre la plupart de nos salariés en agence sont à 35 heures.
Et donc, ils ont des plannings qui sont assez variables, mais quand ils commencent leur activité même à 7 heures du matin et qu'ils la terminent à 13 heures ou 15 heures, à 15 heures, ils quittent leur uniforme, ils quittent leur comptoir, ils pensent à autre chose. Effectivement, sur des métiers sièges et les métiers RH, quand on touche à certaines problématiques humaines, on a des moments où ça cogite et où la nuit, on a du mal à trouver le sommeil. La nuit, on est réveillé à un moment par une pensée sur une situation. Mais heureusement pour moi, j'ai à la fois une construction individuelle qui me permet de prendre cette distance parfois, et j'ai aussi une sphère personnelle qui fait que voilà, j'ai une épouse, j'ai 2 filles, j'ai encore mes parents, et donc ça me permet, j'ai des amis, j'ai tout un environnement individuel qui me permet de me détacher. Et du coup, de fait, un peu dans la pratique, tu vas éteindre ton portable pro, tu vas pas regarder tes mails le soir, le week-end, ou ça, c'est plus compliqué? Alors ça, c'est impossible. Mon portable n'est jamais éteint. Les mails, je les consulte, je peux les consulter à 23 heures le samedi ou le dimanche. Je me rappellerai toujours de ma manager de l'époque qui, au moment où j'ai eu pour la première fois un téléphone de fonction, un BlackBerry, euh, c'était pas tout à fait hier, m'avait dit et c'est le début de la fin. C'est une question vraiment de là aussi de maturité, de personnalité, de savoir déconnecter. On sait aujourd'hui, c'est une des principales problématiques. Si je prends la décision de consulter ou de ne pas consulter un mail, ou de répondre ou ne pas répondre à un appel, c'est ma décision. Et pour autant, le dimanche midi, quand il y a le déjeuner familial, je vais pas regarder le téléphone. Néanmoins, je vais peut-être avoir tendance à me dire, bon, j'ai une demi-heure, je regarde, mais juste après, je vais être capable de complètement passer à autre chose et de me mettre à jouer avec mes filles ou à aller faire du sport. En tout cas, je ressens pas. On en reparlera on en reparlera peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans, mais j'ai pas de problématique, ni de sommeil, ni d'ulcère, ni d'autres sujets sur les implications psychologiques de mon métier. Bon, très bien, ça me rassure. Et est-ce que tu as un mantra dans ta vie pro? J'ai eu un mantra assez fort qui est né à l'époque de PepsiCo. Alors, c'est un mantra qui est un peu facile, mais c'était work hard, play harder. C'était vraiment de se dire, il y a le travail qui est très important et il faut se donner à fond, mais il faut aussi vraiment se laisser une sphère personnelle importante, parce que si on est que dans le travail tout le temps, on est sur un épuisement qui va arriver assez rapidement. On ne touche plus l'environnement extérieur et on est enfermé dans sa bulle de travail. Et quand j'ai rejoint PepsiCo, j'ai rejoint une équipe où je suis arrivé, c'était en 2010, donc j'avais 30 ans. Et j'ai rejoint une équipe où mes collègues avaient plutôt 24, 25, 26 ans. J'avais déjà un enfant, et l'équipe était constituée de jeunes qui étaient célibataires ou même pas ou en couple mais sans enfants, et s'impliquaient énormément en termes de volume horaire de travail en présence physique. Et moi, c'est quelque chose que j'avais indiqué assez clairement quand j'étais arrivé. Moi, j'ai une contrainte familiale. Je parlais de charge mentale tout à l'heure. Je voulais pas donner toute la charge mentale de l'éducation et d'aller chercher les enfants à ma femme. Et donc, on avait dit, on fait moitié-moitié. Et j'avais dit très clairement, moi, il faut que je parte à 18h, tel et tel soir de la semaine. Ça n'avait aucune implication en termes de réalisation d'objectifs ou de disponibilité, puisque j'avais dit très clairement, je me reconnecte quand les filles sont couchées ou quand mon enfant est couché à l'époque. Ça, c'est des choses qui avaient étonné assez fortement c'est donc les jeunes de l'équipe, cette capacité à se dire, je dois partir à 18h, je pars à 18h. Alors que il peut y avoir une tendance parfois à avoir le professionnel qui prend beaucoup de place sur la vie entière d'une personne. Et donc, je suis très investi au travail, mais cet énorme investissement ne passe pas que par du présentéisme. Oui. Que j'ai vis-à-vis de moi. Je le
communique aussi auprès des équipes en disant si vous devez aller à un rendez-vous médical à 16h, je vais pas vous dire non, c'est jusqu'à 18h30, sinon tu récupères 2h30. En revanche, et c'est peut-être le deuxième mantra qui est fondamental, c'est l'alliance entre la bienveillance et l'exigence. C'est-à-dire que on est dans une société qui se transforme, société avec un grand S, hein, pas société Sixte, avec des jeunes générations qui ont un rapport au monde du travail qui est différent du mien, qui est différent de celui de mes parents, avec une loyauté qui est beaucoup moins importante envers l'entreprise, avec des comportements et des envies de télétravail, mais moi, si je veux me connecter à 7 heures, je peux me connecter à 7 heures, mais entre 11h et 14h, je ferai du sport et je reprendrai à travailler après 20 heures aussi. Donc, il faut l'accepter et il faut le faciliter, l'aider, mais en même temps, il y a l'exigence de résultats. On est dans une structure et dans un environnement capitaliste où l'évaluation de la performance et la croissance sont des éléments fondamentaux de nos sociétés, là pour le coup avec un petit S. Et si la personne, je suis bienveillant avec elle en lui permettant d'aller à des rendez-vous, de pouvoir adapter son temps de travail et que derrière les objectifs sont tenus, c'est le meilleur des mondes. En revanche, si je vois que les clients internes sont mécontents, je vois que les objectifs sont pas tenus, et ben là, que ce soit une équipe RH ou un membre des équipes opérationnelles, là, il y aura des décisions à prendre et de recadrer, de faire en sorte de remettre dans le droit chemin les collaborateurs qui. Là, justement, tu parles de bienveillance et d'exigence. Ce sont tes valeurs. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu sens que tes valeurs dans ta vie perso se ressentent beaucoup dans ta vie pro? Ou est-ce que tu dissocies un peu les deux? Non, je dissocie pas. Je vais reprendre peut-être le slogan de McDo, venez comme vous êtes. Je considère que on peut pas être au travail fondamentalement différent de ce qu'on est dans la vie. Je pourrais pas, vu ma construction personnelle, je pourrais pas discriminer en fonction du sexe, en fonction de l'origine. Je me vois pas dire à un contrôleur de gestion ou à un responsable d'agence, bah non, là, on va prendre un homme parce que les femmes sont pas capables de conduire des voitures, de faire ceci. Enfin, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Et encore plus loin, si je recrute une femme, je ne vois pas de raison logique de la payer moins qu'un homme sur un poste équivalent. On a des grilles de rémunération qui sont assez rigides pour le coup, où quelle que soit l'expérience, le sexe, l'orientation sexuelle ou autre, on est absolument sur des niveaux équivalents. Et aujourd'hui, sur cette partie valeur et non-discrimination, ça, c'est des choses qui sont très fortes. Ça vient de ma sphère familiale, forcément. Ça vient de mes études. Quand on étudie en RH, on n'est pas beaucoup d'hommes. Et ça a été un environnement dans lequel je me suis toujours senti à l'aise pour de citer culturelle et aussi avec plus de femmes que d'hommes. J'ai jamais été en difficulté. Ça a peut-être donné aussi une psychologie particulière à mon profil, mais non, voilà, c'est des valeurs de non-discrimination, des valeurs d'honnêteté. Quand on dit quelque chose, on s'y tient. Et quand on dit quelque chose, on dit la vérité. On dit pas sa vérité, on dit la vérité de la décision. Je laisse pas pourrir une situation à la maison avec mes amis ou avec ma famille. J'essaye, dans le plus grand nombre de cas, de ne pas laisser pourrir une situation. Après, c'est un peu plus compliqué dans une entreprise puisqu'on n'est pas le seul intervenant. Est-ce que, concernant toutes ces valeurs, pour toi, ce serait rédhibitoire d'intégrer une entreprise qui n'est pas raccord sur ce que tu penses, par exemple, sur la parité? Oui, et d'autant plus maintenant avec l'âge que j'ai, avec la composition familiale dans laquelle je suis. Pour le coup, je pourrais pas rejoindre une entreprise dans le monde du tabac, par exemple. Une entreprise qui est connue pour discriminer soit les femmes, soit d'autres cultures. C'est pareil.
Je me suis opposé en début de carrière dans une entreprise dans laquelle j'étais à des décisions qui étaient limites sur de la discrimination en fonction de l'origine. J'avais pris le parti de me dire je combats de l'intérieur. Mais au bout d'un moment, j'étais en début de carrière et mon pouvoir étant assez limité, j'ai pris la décision de quitter l'entreprise. Et du coup, à l'époque, tu avais déjà un peu cette culture du feedback. Tu leur as dit les raisons de ton départ? Oui, oui. En fait, quand je pars et dans les entreprises que j'ai connues, il y a toujours cette phase d'exit interview où, mais même de manière assez naturelle, d'échanger avec son manager. Là, je leur avais dit que j'étais pas d'accord avec la vision RH de la direction, à la fois sur la modernité de la politique RH et sur certaines pratiques qui étaient beaucoup trop limites sur la partie discrimination. Et tu l'as dit, tu es père de 2 petites filles. Est-ce que le fait d'être père de famille, forcément, participe, à cette vision que tu as de la parité? Et est-ce que, en allant un peu plus loin, tu es un peu confiant sur, le futur monde du travail qui va les accueillir dans quelques années? Je ne sais pas quel âge elles ont. Alors, j'ai la grande a 10 ans et demi et la petite a eu 5 ans cet été. Le fait d'être père de famille a renforcé ces valeurs. Je pense qu'on peut dire que j'ai un côté assez papa poule. Je suis assez présent avec elles, je les vois grandir, je vois la place des femmes dans la société. On voit tous les combats qui sont menés depuis quelques années, mais qui sont menés depuis des décennies, voire des siècles. Et aujourd'hui, je veux pas couvrir des choses qui iraient à l'encontre de ces valeurs. Je veux pas favoriser la perpétuation de ces valeurs. Je le fais dans le cadre de ma vie de famille, avec la répartition, parfois pas strictement égalitaire, mais voilà, on s'est réparti les tâches avec mon épouse. Et donc, dans la sphère professionnelle, forcément, ça a renforcé ces valeurs pour me dire, je veux pas d'un environnement professionnel où je ne pourrais pas voir mes filles travailler, que ce soit sur des métiers terrain ou des métiers sièges. Je voudrais pas me dire tel manager est un discriminant en puissance ou tient des propos misogynes ou des choses comme ça. Et donc forcément, mon positionnement en plus aidant aujourd'hui, je peux me permettre de passer des messages qui sont plus forts et qui sont entendus. On le comprend bien, l'engagement de Thierry est palpable. J'ai voulu l'interroger sur sa position concernant la représentation des minorités au sein de Sixt, un sujet qui a secoué le débat public en cette année 2020. C'est assez facile parce que à la fois mon engagement et la réalité du terrain fait que ce ne sont même pas des sujets presque chez nous. On est sur une très grande partie de la population, ce sont ce qu'on appelle des agents d'opération location, des conseillers commerciaux qui sont en agence et qui ont une formation entre bac et bac plus 3 sur des fonctions de vente ou de tourisme. Et sur ces métiers-là, à la fois, c'est des métiers qui sont en tension. C'est-à-dire que j'ai souvent le comment dire le discours de dire que en fait la France n'est pas un pays de vente, n'est pas un pays d'accueil client. On peut pas dire à l'inverse de certains pays anglo-saxons que ce soit dans nos qualités principales de bien accueillir le client, de bien vendre. Donc c'est un métier en tension. Donc de manière très pragmatique, si je discriminais, je me couperais déjà d'une grande partie de possibles ressources. Parce que il y a déjà pas assez de ressources. Alors si en plus on en élimine une partie, on se tire une balle dans le pied. Donc il y a une raison très pragmatique. Et puis après, il y a ces valeurs de se dire, alors c'est pas parce que je m'appelle François que je vais être un meilleur salarié que si je m'appelle Naïma. Et donc ça, c'est des valeurs qui sont aussi très présentes dans les managers. C'est-à-dire que c'est pas moi qui, en arrivant chez Sixt, et bouleversé toute la partie non discrimination. C'était déjà quelque chose qui était c'était même pas un sujet en fait. C'est-à-dire que c'est de dire aujourd'hui on se questionne beaucoup sur le CV anonyme, à la fois sur le nom et sur le lieu d'habitation. Moi j'ai des agences qui sont à Saint-Ouen et je vais pas me dire
je me coupe de tout le vivier de talents qui habitent en Seine-Saint-Denis. Ce serait totalement ridicule. Il faut qu'on puisse ressembler à la société dans laquelle on vit. On pourrait se dire, l'idée dans une agence X, c'est de mettre que des mannequins blonds ou blondes pour attirer et pour correspondre à le côté luxe qu'on voudrait donner. On pourrait se le dire, mais ce serait pas cohérent par rapport à la société dans laquelle on vit, et deux, cette vision des choses est complètement dépassée depuis quand même quelques années, et pour autant, on a des performances qui sont très intéressantes depuis 10 ans maintenant, avec des populations diverses, mixtes. Alors, est-ce qu'on aurait eu la même performance avec uniquement des mannequins blonds et blondes? Je ne sais pas et je ne pense pas. Mais en tout cas, ça génère quand même à la fois un climat social qui est apaisé et une performance économique qui est là. Donc, donc tout va bien. vous êtes vraiment ancré dans votre époque. Oui, et je pense que c'est la différence qui fait les succès. Je pense que si on ne ressemble pas et si on n'est pas en connexion avec le temps dans lequel on vit et la société dans laquelle on vit, on est en marge et on est à côté. Sur le point de vue un peu humain, est-ce que tu en as déjà aussi un peu parlé, mais est-ce que ces derniers mois, tu as senti au niveau de tes équipes des sollicitations, des répercussions un peu fortes sur la crise qu'on est en train de traverser? Oui. La quasi-totalité de mon équipe a été en activité partielle, au moins pendant le confinement et encore un petit peu maintenant. Ils ont travaillé entre deux jours par semaine et maintenant ils sont plutôt à 4 jours par semaine. Et certains qui étaient uniquement sur du recrutement ont été même en activité partielle totale. Et donc forcément, ça a eu des répercussions sur leur vision de l'entreprise et leur vision de leur mission. Cette crise, elle a montré le meilleur de certains et aussi le pire d'autres. C'est-à-dire qu'on a eu et c'est la nature humaine, on a eu des personnes qui se sont vraiment révélées pendant cette crise, qui ont été pour lesquelles on se questionnait, par exemple, sur une personne qui voulait prendre un poste de manager. On a été bluffé par sa capacité à gérer la situation. Et puis on en a certains qui n'ont pas bien vécu, je pense, individuellement et personnellement le confinement. Alors pour des raisons qui peuvent être très légitimes, soit parce que il y avait une crainte pour leur santé ou pour la santé de leurs proches, mais on a certains aussi qui ont eu le confinement, donc ont eu une activité partielle importante, et au moment de la reprise d'activité, ne se sont pas sentis capables de reprendre le rythme. Je pense pas être le seul DRH à vivre ça, mais on a une période où maintenant les 6 mois, on va dire, de crise sanitaire forte sont, ils sont même pas passés parce que on parle de la deuxième vague, on parle de mais il y a des personnes qui, alors peut-être avec la protection de l'activité partielle et le système quand même très protecteur qui a été mis en place par le gouvernement. Nous, on s'est retrouvés avec des personnes qui nous ont quand même dit, non, j'ai pas trop envie de revenir travailler parce que je suis mieux payé à ne pas travailler. Ah oui, pour le coup, sans Oui, filtre. parce que alors, ils ont dit à leur manager, mais le système là me permet d'avoir ma rémunération maintenue à 84% de mon net habituel, prime incluse. Et nous, on a une politique où les collaborateurs ont un niveau de variable important. Et donc, le variable du passé était pris en compte dans leur maintien de rémunération, alors que leur variable actuelle, forcément, il est impacté négativement. Et donc, on se retrouvait avec des personnes qui disaient, non, moi, ça me va bien la situation. Et donc, une vision très court-termiste quand même de la situation. Je vous épargne toutes les demandes de rupture conventionnelle qui arrivent jusqu'à mes équipes depuis la fin de l'été. Voilà, on a des bonnes et des mauvaises surprises, mais elles étaient attendues. C'est des messages que j'avais passés moi assez fortement et peut-être même assez bruts aux managers régionaux. Toute dernière question te concernant, est-ce que tu sens un besoin de ralentir?
après justement ces mois qui ont dû être aussi très intenses pour toi et... Pas nécessairement, parce que effectivement, ça a été très intense entre début mars et le mois de juin. Donc, le confinement, le déconfinement, toutes les mesures sanitaires. J'ai eu la chance de pouvoir ralentir cet été. La période estivale, surtout le mois d'août, pour nous, RH, quand c'est le pic en agence, ça veut dire que c'est plus le pic pour nous, parce que ça veut dire qu'on a effectué tout le travail pour mettre en place les ressources au bon endroit, au bon moment. J'ai toujours eu besoin de cette coupure de 3 semaines l'été. C'est quelque chose que je m'astreins à prendre chaque année, pour le coup de vraiment profiter de ce moment de repos, presque de lâcher prise, qui a pu avoir lieu cette année, puisque on avait prévu un programme très côte ouest américain, et il s'est transformé assez rapidement, malheureusement, en programme maison, piscine et un peu au milieu de nulle part. J'ai bien rechargé les batteries cet été, aussi parce que je savais que ce serait nécessaire, parce que la fin d'année va être aussi dense et intense. Écouter ses équipes, toujours promouvoir le dialogue, essayer dès le début de sa carrière de se battre de l'intérieur pour faire changer les choses, la volonté de Thierry de suivre les directives et directions qu'il a connues, sans pour autant mettre de côté son engagement ni ses valeurs, a quelque chose que je trouve touchant. Un ressenti qui fait du bien, dans une année qui s'annonce, pour reprendre les derniers mots de notre invité, dense et intense. Merci à Thierry Jouzier pour cet entretien, ainsi qu'à toute l'équipe Payfit.